Donc voilà, alors on enchaîne avec l'exposé suivant. Donc il n'y a pas vraiment de transition, on va changer un peu de sujet, on va parler de low-tech maintenant. On a tenu absolument, on ne fait pas de solutionnisme technologique dans le PEPR, à parler de low-tech. Alors qu'est-ce que c'est que le low-tech? Low-tech, basse technologie. Souvent, moi, je mets le mot numérique suffisant, numérique résilient. C'est une façon pour moi, de caractériser le low-tech, mais je pense que l'orateur nous en dira beaucoup plus. Et la deuxième chose, c'est low-tech, basse technologie, c'est pas un terme péjoratif. Est-ce qu'il y a de la recherche à faire? Est-ce qu'il y a des questions d'enseignement qui se posent sur la low-tech? La réponse est sans doute oui. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. C'est un objet de recherche, c'est un sujet de haute technologie en ce sens-là. Quelque part. Et pour nous en parler, donc Stéphane Croizat, professeur à l'UTC, l'Université technique de Compiègne. À toi. Merci. C'est pas tombé. Hop. Et ici, après, j'ai juste à double-cliquer, n'est-ce pas? Ah, presque juste. Et ensuite, il y a une manip à faire pour que ça se voit là. Moi, je vois parfaitement la présentation, mais pas vous, n'est-ce pas? Et puis, je te laisse mettre peut-être en plein écran. Ouais, je pense qu'il suffit de faire ça. Pas mal. On l'a? Et le plein écran, t'avais trouvé tout à l'heure. Ok, super. C'est bon? Bonjour à toutes et tous. Donc Stéphane Croizat. Donc, en effet, je suis enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Donc, je suis informaticien d'origine, on va dire. J'ai enseigné les bases de données pendant presque 20 ans. Je suis néanmoins au laboratoire COSTECH, qui est un laboratoire de sciences humaines. Alors je dis j'ai enseigné les bases de données parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, j'enseigne la low-techisation. Donc ça va être le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. Considérer des approches low-techisantes. Alors vous verrez que j'utiliserai probablement jamais le mot low-tech en tant que tel. Je vous dirai pas pourquoi, ce sera peut-être l'objet d'une question, on verra. Je suis également membre de l'association Framasoft, que peut-être certains d'entre vous connaissent, association de promotion de la culture libre d'éducation populaire au numérique. Et une bonne partie de tout ce que je vais vous raconter là, vous pouvez le retrouver notamment à partir de l'adresse lonum.fr sur laquelle j'essaie de capitaliser un petit peu ce qu'on fait. Alors, je suis enseignant-chercheur. L'essentiel de ce que je vais vous présenter est peut-être inversé par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire, c'est essentiellement aujourd'hui des travaux que l'on fait en enseignement. Et il se trouve qu'on s'est constitué en groupe de recherche un peu informel avec notamment plein de collègues de l'UTC, alors de tous horizons, de méca, d'info, de sciences humaines, de bio, etc. Et on essaie de réfléchir un petit peu ensemble. Mais on va dire la pression du sujet, elle est plutôt venue par l'enseignement. Vous êtes probablement au courant de tout ça, mais un certain nombre d'ingénieurs qui se posent des questions assez fondamentales sur leur parcours, leur pourquoi ils sont là, ce qu'ils vont faire après. Et donc, c'était une façon d'adresser aussi un petit peu ça dans nos institutions. Alors, je vais vous proposer une présentation en 3 temps, donc je vais essayer de faire à peu près 10 minutes par temps. Je vais commencer par une critique du solutionnisme technologique, donc j'essaierai d'en donner une définition et de vous expliquer pourquoi est-ce que je pense qu'une critique a du sens. J'essaierai aussi de vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut pas nécessairement dire, pas nécessairement pas du tout dire un abandon du high-tech ou de la recherche en high-tech, mais voilà, je vais commencer par positionner ça. Notamment, je sais pas si c'est le sujet de mon premier slide ou pas, mais j'ai l'habitude de dire que je positionne la low-techisation contre le solutionnisme. Alors avec un petit jeu de mots sur le contre, c'est-à-dire à la fois effectivement en opposition, mais aussi en quelque sorte en tout contre, c'est-à-dire en complémentarité et puis en regard justement, voilà, à la fois critique et complémentaire. Donc je vous ferai ensuite un rapide exposé de ce qu'on entend par low-techisation, notamment à travers des travaux d'étudiants et voilà ce que ça peut donner un peu comme projet, encore une fois réalisé modestement par des étudiants durant un semestre. Donc on est loin de grands projets de recherche ou même de projets de doctorat, mais ça vous donnera un petit peu une idée de ce que l'on vise. Sachant que tout ça est récent, ces enseignements, on va dire qu'ils ont à peu près 2-3 ans d'expérimentation, mais l'ouverture officielle de ce cours, c'était l'année dernière à la même époque. Donc je vais seulement entamer la 2e session officielle d'ici quelques jours, là, le temps de refinir mes programmes et que les étudiants reviennent à l'école. Et puis j'avais préparé dans une 3e partie une piste de projet commun. Alors je vous avoue qu'en venant, je savais pas exactement où est-ce que je venais et puis ce que vous auriez comme attente. Mais du coup, je suis arrivé, malheureusement, j'ai raté les présentations du matin, mais je suis arrivé pour la fin de la présentation ce matin et les premières questions. Et je vous promets que j'ai pas changé mes slides, mais on devrait trouver probablement des synergies, au moins avec là où les personnes qui ont posé quelques questions sur notamment le retour de l'humain, la question du réseau, de la mise en raison et du numérique comme outil de ce point de vue-là. C'était un peu ce que j'étais venu vous proposer. Alors, comme promis, commencer par une critique du solutionnisme technologique, je pense que c'est important parce que sinon, en quelque sorte, la low-techisation n'a pas de sens. Et encore une fois, dans le tout contre, elle n'a de sens en quelque sorte qu'en regard d'un fonctionnement actuel dominant que j'appelle donc ici solutionnisme. Alors,
On peut le travailler sous pas mal d'angles. J'aime beaucoup le travail que l'ADEME a fait donc dans un document. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent. Peut-être lever des mains. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Transition 2050 de l'ADEME? Ok, ouais, un petit peu. Pas tant que ça, ok. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas lever les mains. Alors, l'ADEME a fait un travail que je trouve vraiment intéressant. Encore une fois, c'est un travail prospectif, donc ils n'ont pas du tout la prétention de prédire l'avenir, pas plus que l'avait le rapport Meadows, par exemple. Mais l'idée était vraiment de s'interroger a priori sur différents scénarios. Et l'ADEME a pris une hypothèse que je trouve extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'on va prendre 4 scénarios qui nous amènent au même point. En l'occurrence, en se concentrant sur le carbone, alors avec toutes les limites aussi qu'on sait sur le fait de prendre que ce paramètre, mais néanmoins, en prenant ce paramètre et en se focalisant sur un point qui est donc la neutralité carbone en 2050, et en explorant 4 chemins qui sont assez radicalement différents. Donc je vais juste vous illustrer rapidement. Alors là, je vous mets en un slide une synthèse d'un document qui doit faire aujourd'hui 700 ou 800 pages. Alors eux-mêmes ont fait des synthèses, quand même. Ma synthèse s'est faite sur des synthèses, on va être honnête. Mais voilà, donc ça pourra vous paraître limité, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le creuser. Et en tout cas, je vais vous parler rapidement donc des scénarios S1 et S4, et en particulier parce que je trouve qu'ils incarnent pas mal justement ces visions technosolutionnistes et low-techisation. Pour le faire très rapidement, le scénario S4, Paris réparateur, donc scénario que je qualifie de technosolutionniste, c'est un scénario dans lequel fondamentalement on va essayer de changer extrêmement peu nos modes de vie actuels. On peut l'observer par le maintien de l'agriculture intensive telle qu'elle est, au niveau où elle est actuellement. Donc ça veut dire quand même un arrêt de la croissance de ces modèles-là, une légère diminution de la viande par exemple, mais en revanche, on va continuer de miser sur l'augmentation de la mobilité, notamment internationale, l'investissement massif dans l'innovation technique, les data centers, la mondialisation, dans l'optique justement de trouver des solutions qui vont permettre de réparer les écosystèmes. Alors, j'insiste tout de suite, il ne s'agit absolument pas d'une vision qui nierait les enjeux environnementaux ou les problèmes écologiques. C'est une vision qui l'assume tout autant que les autres, mais qui, encore une fois, fait le pari, le choix d'investir massivement sur la technologie pour les résoudre. À l'opposé, le scénario S1 génération frugale, donc que je vais, on va dire, associer à la low-techisation, consiste en revanche à intervenir assez drastiquement sur les modes de vie, y compris de certaines façons que l'on pourrait tout à fait juger autoritaires sous certains aspects. Vous voyez par exemple qu'il y a un paramètre réglementation là auquel j'ai mis 2 flèches, donc une augmentation de la réglementation, et puis par exemple une diminution très forte de l'international. Alors d'une façon générale, ça interroge pas mal, notamment les chercheurs, bien sûr les étudiants qui aujourd'hui profitent, enfin en tout cas au moins dans les écoles d'ingénieurs assez largement de cette mobilité, et puis des changements donc y compris intrusifs dans la vie des gens, c'est-à-dire comment ils se nourrissent par exemple. J'insiste là-dessus aussi, parce que justement, c'est cette approche-là et ce scénario S1, c'est pas un scénario magique, c'est aussi un scénario qui a ses contraintes. Alors, pourquoi non, je vais peut-être juste commencer par ce petit exemple pour ancrer une posture, on va dire, qui est typiquement solutionniste, c'est celle de la voiture électrique, au sens où on va identifier un problème, l'émission de pollution, de gaz à effet de serre par un moteur thermique, le problème de la disponibilité du carburant. On va donc identifier ce problème-là et donc on va lui apporter une solution en le substituant par un moteur électrique. Donc évidemment, ça a des vertus de faire cela, mais ça a aussi un inconvénient, c'est qu'on remet absolument pas en cause tout un tas d'autres paramètres qui sont ceux qui sont au tableau, je me crois dans mon amphi, qui sont ici projetés. Donc on va pas remettre en cause la propriété privée, le fait qu'il y ait un véhicule par adulte peu ou prou, au moins dans la certaine classe sociale de la population. On va pas remettre en cause l'usage individuel. L'essentiel du temps, on a une personne dans une voiture. Le fait qu'il y ait une vitesse maximale qui soit supérieure aux limites autorisées, le poids, la durée de vie qui est malgré tout relativement faible, qui pourrait être bien plus élevée, etc., etc. Donc ça veut dire que typiquement cette approche-là, elle va apporter une solution à un problème qu'on a identifié, mais par contre elle va adresser ce problème en focalisant sur ce problème. En quelque sorte, on va se permettre, c'est déjà un peu ce qu'on observait, ce dont on discutait ce matin, mais de conserver des modes de fonctionnement par ailleurs. Alors conserver des modes de fonctionnement par ailleurs, pourquoi pas, après tout, c'est-à-dire on pourrait très bien dire on n'est pas si malheureux, le monde va pas si mal, etc. Et donc on pourrait être relativement avoir envie du coup d'ailleurs on peut avoir envie de miser sur le scénario S4 et donc de dire finalement c'est celui qui remet moins en cause les modes de vie qui sont les nôtres et qui peuvent nous plaire.
Et donc là, ce que je vais vous exposer en 3 petits points très très rapidement, hein, mais c'est justement pourquoi est-ce que je pense qu'il est nécessaire de ne pas tout miser sur le scénario S4. Alors, petite illustration ici. Voilà, une des idées fondamentales, c'est effectivement de retourner au pourquoi à un moment on fait des choses et pas seulement de régler le comment. Alors donc pourquoi rentrer dans une critique du solutionnisme technologique et donc chercher autre chose, encore une fois, hein, dans la perspective qui est la nôtre à un moment, c'est-à-dire on forme aujourd'hui des ingénieurs, on a en face de nous des élèves ingénieurs, pourquoi finalement on a envie de chercher d'autres approches. Donc la première, c'est parce qu'aujourd'hui, ce mode de raisonnement et ce mode de fonctionnement, il est hégémonique. Au sens où, je vous ai présenté les 4 scénarios de l'ADEME tout à l'heure, j'y reviendrai en conclusion si j'ai pas trop traîné sur la première partie comme je suis en train de le faire. Ce qui est chouette présenté comme ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a 4 chemins qui peuvent être empruntés, qui sont complémentaires, etc. C'est d'ailleurs comme ça que le présente l'ADEME. De ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant, mais si on regarde, si on devait chiffrer concrètement quelle est la quantité d'énergie qui est mise dans chacun des scénarios, j'ai pas fait ce travail formellement, mais je pense que voilà, intuitivement, on voit bien qu'on va avoir un rapport de force totalement déséquilibré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va essentiellement investir dans le S4, nos formations sont orientées vers ces approches-là, l'investissement en recherche est orienté vers dans ce domaine-là, et a fortiori les investissements industriels. Donc du coup, on a un mode de fonctionnement qui est hégémonique, qui capte aujourd'hui, on va dire, l'essentiel de notre énergie, qui est du coup, par sorte de rétroaction, également une façon de penser dominante, et donc il est difficile de sortir de ce mode de fonctionnement. Donc c'est un premier point, c'est-à-dire que, encore une fois, il ne s'agit même pas de critiquer ce scénario en tant que tel, de considérer qu'on a 4 scénarios, hein, pareil, l'ADEME les présente comme ça, qui sont finalement 4 paris, parce que on pourrait très bien dire que le scénario S1, eh bien, il ne fonctionnera pas, il peut ne pas fonctionner, notamment parce qu'il peut y avoir un rejet de la population, etc. Donc aucun de ces scénarios n'est certain, bien entendu, mais donc du coup, c'est un petit peu comme si, je crois, voilà, j'ai un petit schéma pour aller avec, mais c'est un petit peu comme on avait mis tous nos jetons à un moment sur un seul des scénarios. Alors, si vous jouez au poker, vous savez que mettre tous ces jetons, des fois, c'est une bonne décision. Mais on a ici un problème également de certitude vis-à-vis de ce scénario. Alors, encore une fois, hein, personne ne peut dire que ça ne fonctionnera pas, ni comment ça ne fonctionnera pas, etc. On a ressoulevé en plus le fait que le monde qui allait advenir allait être encore plus incertain et chaotique. Donc, a fortiori, il est difficile de faire des prévisions là-dedans. Mais on peut néanmoins observer que, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qui nous font penser que bien ça n'a pas fonctionné par le passé, ça a été problématique par le passé. Alors je vais passer très vite là-dessus, je pense que vous avez tous ces éléments, mais voilà, comme vous le savez, le principe de substitution des énergies qui est mis en avant à chaque progrès technique, on va dire, ou développement de nouvelles énergies, eh bien, il s'observe jamais sur le long terme, donc il peut s'observer localement, spatialement ou localement, temporellement, mais on a des phénomènes d'addition quasiment systématique des énergies, c'est-à-dire que lorsqu'on développe le pétrole, eh bien, on diminue pas le charbon, lorsqu'on développe le nucléaire, on diminue pas le pétrole, etc., etc. Encore une fois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas seulement d'observer ça à un instant T et de se dire ah oui, bah finalement on savait pas et puis on a découvert quelque chose, mais comme vous savez probablement, ce qu'on appelle l'effet rebond ou paradoxe de Jevons, ben c'est au milieu du 19e siècle. Donc au moment où le charbon enfin où la machine à vapeur, on va dire, commence à se développer, que des ingénieurs étudient ce qui se passe et disent mais donc on va optimiser les machines, et puisqu'on va optimiser les machines, on va augmenter la consommation de ressources. Donc on va dire en quelque sorte que c'est des paramètres qui sont connus, et la réponse qui leur est donnée à ce moment-là, c'est oui, c'est vrai, mais on va réinventer quelque chose qui... On peut faire tout à fait mes schémas sont un peu coupés, mais c'est pas très grave. On peut refaire la même chose avec, surtout qu'il faut pas que je traîne autant, avec les travaux du Club de Rome. Hein. Donc effectivement, voilà, enfin, il y a 50 ans, on formule un certain nombre d'hypothèses sur les limites à la croissance exponentielle, et pour autant, eh bien, on garde ce paramètre en disant, ok, croissance exponentielle, c'est un problème à un instant T, mais à T+1, on aura des solutions pour. Or, effectivement, eh bien, on observe aujourd'hui que c'est pas aussi simple que ça. J'avance un petit peu plus vite. Je vais peut-être même passer ce dernier transparent qui m'emmènerait un petit peu plus loin, mais c'est vraiment là du coup des travaux un peu plus spécifiques peut-être qu'on mène à l'UTC sur le rapport à la technique. Je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais si ce n'est effectivement l'idée qui est derrière, c'est que l'on peut faire des choix. Hein, c'est parfois quelque chose qui est opposé aussi, mais on peut faire des choix technologiques. En tout cas, c'est encore une fois l'hypothèse qu'on travaille. Et donc notamment, eh bien, vis-à-vis des 4 scénarios ADEME, c'est intéressant de se dire que on n'est pas enfermé dans une façon de fonctionner. Alors, une fois que je vous ai raconté ça,
on a, à notre niveau, essayé de travailler sur qu'est-ce que ça voudrait dire que de concevoir un projet, de travailler sur un projet en ingénierie, avec du coup une approche alternative, donc on a appelé de l'autéchisation, qu'on pourrait accrocher encore une fois au scénario S1 de l'ADEME. Alors pour pouvoir, encore une fois, je vous redis que c'est un travail relativement récent, assez modeste, et donc on s'est positionné notamment sur des avant-projets d'ingénierie avec les élèves. Donc quand je dis des avant-projets, c'est la question qui m'a été posée tout à l'heure à table, donc je l'anticipe, pardon. Mais typiquement, là, on va pas faire de réalisation, donc on va pas faire des projets avec une réalisation. Alors pour des bonnes et des mauvaises raisons, les mauvaises, c'est celles que je viens de vous exposer, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas l'espace-temps là avec les élèves ingénieurs pour faire des choses. Et puis une bonne, c'était aussi de se dire que si on oblige à faire même du prototypage, on va déjà être ancré en fait dans l'injonction de réussir en un certain temps à faire un certain nombre de choses, etc., qui tentent à conduire les étudiants en fait à reproduire soit ce qu'ils savent déjà faire, soit ce qu'ils ont vu comme étant fait à côté. Donc voilà, donc la posture qu'on va adopter, c'est de les faire travailler sur des avant-projets. Donc s'il y en a parmi vous qui connaissent par exemple les techniques d'analyse fonctionnelle, c'est ce genre de choses que l'on va adresser. Donc faire des spécifications, décrire le projet que l'on veut réaliser, mais sans passer à la phase de réalisation. Donc le cours que je fais, l'autéchisation numérique, se cantonne à cette étape-là. Donc pendant 5 mois, les élèves ingénieurs travaillent sur un projet de ce type-là, mais ils ne produisent que du papier. J'insiste parce que cette simplification, évidemment, elle rend, enfin voilà, du coup, elle simplifie par définition, et donc elle pose aussi plein de questions sur la suite, auxquelles je serais ravi d'échanger avec vous là-dessus, mais auxquelles j'aurais très peu de réponses à apporter. Alors, un des premiers postulats qu'on a fait, il y en a 2 importants. Le premier que je vais vous exposer là, et puis le deuxième qui va venir après, c'est ce que on a appelé l'auto-évaluation réflexive a priori, mais donc j'y viens après. C'est de dire que cette analyse fonctionnelle, en général, ces approches de type analyse fonctionnelle, conception, cahier des charges, elles sont dirigées par des paramètres tels que coût, qualité, délai. On retrouve souvent ce triptyque. C'est-à-dire on va faire en sorte d'optimiser quelque chose qui existe ou qu'on est en train de concevoir, dans l'optique de faire des économies financières et ou de gagner en capacité de temps de réalisation, notamment de délai de mise sur le marché ou d'avantages concurrentiels, et puis de qualité de ce que l'on fait, quantité de fonctions qu'on est capable de produire, etc. Eh bien là, l'idée, c'est que ces 3 paramètres, on va pas dire qu'ils sont totalement inutiles, on va pas dire qu'ils sont stupides, mais on va les mettre de côté. Et donc, on va essayer de prendre, de faire vraiment, de leur proposer de travailler complètement sur un autre angle. Alors, pareil, j'anticipe peut-être une autre question, mais c'est pas pour l'écarter, hein. C'est de me dire, mais du coup, c'est irréaliste ou c'est, en partie, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte l'ensemble des réalités, mais encore une fois, dans notre cursus d'ingénierie, finalement, ils vont avoir 1 ou 2 cours de ce type-là, et puis une vingtaine d'autres qui vont être plutôt ancrés dans les approches classiques. Donc l'idée est plutôt de leur apporter encore une fois un contrepoint, et de le faire de façon un petit peu marquée, pour éviter de rester dans les mêmes schémas. Et donc les valeurs que l'on va leur faire, sur lesquelles on va les faire s'appuyer, sont les 3 que j'ai mis là-haut. Donc soutenabilité, convivialité, responsabilité. Je vais pas rentrer très fortement dans le détail, mais pour faire simple, soutenabilité, responsabilité s'inspire fortement pour ceux qui connaissent, par exemple, de la théorie du donut de Rowers. Donc l'idée est de mettre en avant un certain nombre de frontières planétaires ou des 9 limites planétaires, par exemple. Il y a des recoupements très forts entre ces modèles-là. Et puis côté responsabilité, donc pareil, on peut aller voir notamment du côté des objectifs de développement durable ou des travaux du donut. Donc à partir de là, eh bien l'idée est de formuler quelques critères et de demander aux étudiants de venir caractériser, je vais revenir sur la convivialité tout de suite, de venir caractériser les fonctions qu'ils produisent, vous allez voir comment dans quelques instants, à partir de ces critères-là. Et puis, il y a également un critère que j'ai ajouté, donc qui s'appelle, donc on a nommé convivialité. Donc là, en référence directe au concept d'Ivan Illich, si certains parmi vous en ont déjà entendu parler. L'idée, en fait, est alors la convivialité, c'est au sens de convivialité des humains avec leurs outils, en premier lieu, et donc d'interroger le rapport que l'on a aux machines. Pareil, ça a été évoqué, je trouve, dans la discussion de ce matin, c'est-à-dire qu'à un moment, des questions de performance ou d'optimisation vont nous faire faire un gain fonctionnel sur certains aspects, ou encore une fois, des gains économiques, financiers. Mais on va parfois avoir une contrepartie en termes, ça a été mentionné également, par exemple de résilience ou d'autonomie vis-à-vis de la réparabilité ou de la possibilité de se procurer certaines matières, par exemple. Donc c'est encore une fois, voilà, l'idée de prendre en compte aussi ces paramètres et à un moment de voir ce que ça peut vouloir dire de construire des outils plus conviviaux. Je vais passer un petit peu rapidement sur les autres critères.
juste les mentionner rapidement. En général, donc en bas, en vert, c'est trois leviers qu'on a identifiés, avec l'idée que, en général, les ingénieurs, le levier qu'on leur demande d'activer essentiellement, c'est celui de l'optimisation. C'est-à-dire qu'à partir d'un spectre fonctionnel déjà donné, eh bien l'enjeu est encore une fois d'optimiser, alors selon certains critères, mais d'optimiser ce qui est posé là. On va essayer de jouer sur deux autres critères. Donc un, imaginer. Donc là, l'idée est de encore une fois, comme on l'a vu sur le scénario S1, eh bien, remettre en cause, réinterroger les modes de vie sous-jacents. Donc si on réadresse par exemple la question de l'automobile ou du déplacement, comme on avait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça veut dire si on va tirer ces fils de façon un petit peu forte. Et puis alerter, l'idée est de dire que l'ingénieur n'est pas en situation de prise de décision politique en tant que telle, c'est pas lui qui fixe un certain nombre d'orientations de la collectivité, mais il a un rôle, alors qu'on peut appeler par exemple de préfiguration, ou simplement même d'information, c'est-à-dire qu'à un moment il a un rôle particulier dans le fait de faire exister un certain nombre de choix possibles. Et encore une fois, si je reprends mon schéma S1, S4, eh bien on voit qu'aujourd'hui, une des difficultés pour faire le choix entre ces différentes solutions, c'est que plus on va sur la gauche du schéma que j'ai mis, donc plus on va vers S1, S2, eh bien en fait, moins on a concrètement aujourd'hui de choses à notre disposition pour le mettre en œuvre. Comment faire des déplacements, enfin non, je vais pas rentrer là-dedans, ça nous emmènerait loin. Je vous le pose comme ça et puis pareil, on pourra continuer la discussion si vous le souhaitez. Mais voilà, il y a cette idée qu'à un moment, en faisant exister des systèmes, même qui vont être relativement marginaux, par exemple en termes de capacité de rayonnement, qui vont pas être forcément tout de suite industrialisés ou industrialisables, eh bien en fait, on va commencer à faire exister des possibles différents qui peuvent amener derrière des chefs d'entreprise ou des dirigeants politiques ou d'autres personnes en situation de pouvoir, y compris des enseignants-chercheurs, eh bien à prendre des décisions vis-à-vis de ça. Évidemment, il y a... Alors, même si, je vous l'ai dit, on se met un peu dans un monde idyllique pour libérer l'imagination ou la créativité selon ces nouveaux axes, on va quand même identifier au moins des tensions vis-à-vis de trois paramètres qui sont les paramètres dominants, on va dire, de notre civilisation actuelle. Donc le rapport à la croissance, le rapport au progrès, quelque chose qui n'est pas forcément aussi facile à entendre pour nous, enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que le fait qu'à un moment, progresser sur des technologies et découvrir de nouvelles technologies, eh bien, n'est pas nécessairement bénéfique en soi. Et puis le consumérisme de l'autre côté. En général, côté enseignant-chercheur, on s'entend bien là sur les deux côtés croissance-consumériste, on est un peu plus en difficulté sur le progrès. Puis en fonction des populations, ça change un peu. Voilà. Alors concrètement... je vous montre ce que ça donne. Hein. Je vous ai fait un tout petit extrait de travaux, donc de ce que produisent les élèves. Il s'agit donc de produire ce qu'on appelle une petite histoire, si vous êtes familier par exemple des choses qu'on utilise dans méthodes agiles, dans certains types de méthodes agiles. Donc on produit une petite histoire qui décrit la situation d'usage d'un personnage en général en lien avec une ou deux fonctions. Une fois qu'on a rédigé cette histoire, donc là on a un chef d'entreprise ou un chargé de communication, pardon, dans une coopérative qui explique que voilà, en open sourçant une pièce de type chaîne de vélo, qui est la pièce qu'il vend majoritairement avec sa coopérative aujourd'hui, eh bien il espère grâce à ça favoriser un certain nombre d'éléments, donner plus de visibilité à son entreprise. Et puis il y a aussi Sabrina qui intervient en tant qu'ingénieur et qui décide de faciliter la réappropriation de ce plan ici. Donc à partir de ça, on va formuler un certain nombre de fonctions. Donc ici, le système permet aux entreprises de partager des modélisations de leurs produits et le système permet aux entreprises de publier des montages de certains produits afin de montrer comment ils peuvent être mobilisés. Donc ça, c'est un travail relativement classique, on va dire, hein, enfin même tout à fait classique, pardon, pas relativement, tout à fait classique en analyse fonctionnelle. On pourrait critiquer plein de trucs, hein, encore une fois, ça reste des travaux réalisés dans un cadre pédagogique. Et ensuite, donc là où ça va switcher un petit peu, c'est que maintenant, on va essayer de venir critiquer ou caractériser plutôt les fonctions qu'on a formulées au regard des paramètres qu'on avait précédemment. Donc on va essayer de s'interroger sur comment est-ce que ça contribue, au contraire d'ailleurs, ça fait l'inverse de contribuer, ça contribue négativement à ces valeurs. Donc par exemple ici, il a été identifié que d'un point de vue du paramètre soutenabilité, habitabilité, eh bien ça favorise les machines mécaniques versus des machines, ça favorise les machines à énergie musculaire versus
énergie fossile par exemple. Ça a été identifié un bénéfice sur la dimension convivialité-partage, puisque ça développe la collaboration entre des humains, et puis également sur l'autonomie, puisque ça favorise d'une part les objets sans électricité, donc dans un peut-être monde à venir dans lequel l'électricité sera plus aussi disponible de façon aussi continue, eh bien c'est un facteur de résilience, et puis également le do-it-yourself, c'est-à-dire la possibilité de créer soi-même un certain nombre de choses. Le travail, voilà. Ensuite, le même travail est effectué, je ne vais pas tout vous détailler, mais est effectué selon les leviers. Donc ici, par exemple, eh bien, il a été identifié que ça permettait de rechercher des modes de fonctionnement économique alternatifs dans une logique de type commun. Je vous fais pas tout. Et puis, un certain nombre de tensions ont été identifiées. Par exemple, à la fin, eh bien, le fait que le financement de la coopérative dans l'histoire qui est formulée, eh bien, à un instant T, repose notamment sur la vente de chaînes de vélo, que c'est même leur produit phare, c'est ce qui est dit dans l'histoire. Et donc, elle pourrait avoir évidemment un problème de survie ou de croissance ou de décroissance si les citoyens se mettent à autoproduire ces structures. D'autres choses qui sont pas inintéressantes aussi, dans ce qui a été relevé, par exemple le fait que si les citoyens produisent eux-mêmes, ils vont le faire probablement moins bien. Des choses là qui, à mon avis, résonnent pas mal avec les problématiques que vous pouvez avoir dans le domaine de l'agriculture. Mais si les citoyens autoproduisent ici, ils vont le faire certainement beaucoup moins bien que des professionnels, et donc il y aura de la perte, il y aura des effets négatifs d'image, et donc on arrivera à la conclusion que les chaînes de vélo c'est pourri et qu'il faut retourner à d'autres modes d'énergie, enfin d'utilisation d'énergie. Voilà, donc c'est évidemment un tout petit extrait, mais l'idée c'est qu'ils vont faire ce travail d'analyse fonctionnelle caractérisé selon ces valeurs leviers tension que je vous ai données. Alors, sur quoi on a travaillé jusque-là ? On a travaillé sur des applications plutôt dans le domaine du numérique et du web notamment, par exemple, essayer de voir si on était, de créer des collectifs pour évaluer collaborativement des sites web. Donc là, il y a un truc un peu méta, mais il s'agit de créer une application qui permet à des citoyens, par exemple, à des internautes, un peu sur le modèle d'un 50 millions de consommateurs, mais d'évaluer selon des critères de soutenabilité, responsabilité les sites web. Donc avec l'idée qu'il y a un certain nombre de données que l'on peut acquérir lorsqu'on veut savoir, par exemple, si un site est plus économe qu'un autre, mais il y a un certain nombre de données justement qu'on peut pas acquérir et pour lesquelles il faut un peu un travail d'introspection humain. D'autres sujets qui sont réfléchir à un ordinateur qui dure 50 ans. Ici, par exemple, un autre sujet intéressant, je m'arrêterai là. Pareil, je pense qu'il peut résonner un peu avec le contexte qui est le vôtre, mais de réfléchir à des systèmes d'autopartage de véhicules sobres. Donc l'ADEME a lancé aussi un projet qui s'appelle Extreme 3D, Extreme Défi, pardon, qui consiste à essayer d'inventer un véhicule léger. Je le fais très très court. Et un des problèmes quand on habite en campagne, c'est que puisqu'on ne peut pas se passer de sa voiture à un instant T, c'est forcément un surcoût si on veut utiliser ce genre de véhicule. C'est-à-dire même si vous voulez un vélo électrique, là du coup si l'idée c'est qu'on a peut-être un véhicule qui va coûter 3, 4, 5 000 euros, eh bien en fait ça veut dire nécessairement une charge complémentaire. Or par définition en campagne, c'est souvent là où les budgets sont aussi les plus faibles. Donc on a une équation qui est un peu difficile à résoudre. Et donc une des solutions pourrait être de dire, si on arrive en plus à développer de l'autopartage, enfin ou du auto-cyclo-partage, eh bien peut-être que ça peut permettre justement une transition. Donc là, voilà, il s'agit d'essayer de trouver une application qui va justement mettre un peu en réseau des humains pour essayer de jouer sur ce genre de transition. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit donc le cours a lieu une fois par an. Mais on fait aussi des petites sessions de formation dans d'autres contextes. Et donc la semaine dernière, on a fait, les 2 semaines passées, j'ai fait travailler des étudiants dans 2 contextes un peu alternatifs aux cours classiques. Donc ils sont des cours d'été, des cours d'été, ouais, c'est ça, en pleine neige à Compiègne. Donc des cours d'hiver plutôt. Et donc la semaine dernière, en fait, on a travaillé sur une version raccourcie de ce cours, et notamment avec d'autres étudiants qui viennent de l'université de Troyes, également des collègues de Troyes, puis également quelques professionnels en activité, dont un qui était dans le secteur de l'agronomie. Et donc notamment, eh bien, le sujet de l'agronomie est pas mal sorti. Donc je me suis inspiré un petit peu des travaux qu'ils avaient fait, et je vais vous faire une petite proposition. Ce sera ma conclusion dans 1 ou 2 minutes. Non, c'est pas ça. Ok, d'accord. J'ai encore 1 ou 2 minutes. Merci. La semaine d'avant, je vous partage une autre expérience qui est un peu moins directement liée, mais quand même pas inintéressante. Donc il se trouve que je suis aussi auteur de science-fiction, et avec des collègues auteurs et éditeurs, on a créé un atelier d'écriture qu'on a fait il y a 15 jours.
autour de ce qu'on appelle le style solarpunk. Peut-être vous avez entendu parler, donc essayer d'imaginer des alternatives positives. Ce que je vous partage là-dedans qui était assez intéressant, c'est que les étudiants avaient une relative carte blanche et le sujet de l'agriculture et de la nourriture est revenu vraiment de façon ultra récurrente. Donc c'est intéressant de voir aussi que ça fait partie des préoccupations qui ont été données. Alors voilà, si ça vous intéresse, je vous ai juste mis un petit extrait, on le lira pas là, mais du coup il y a un certain nombre d'extraits qui ont été menés sur donc les étudiants ont produit des petits textes autour de l'idée d'inventer une université dans quelques années dans un contexte environnemental et sociétal qui aurait évolué. Voilà. Et donc voilà, c'était juste pour souligner un peu cet aspect. On est dans une université qui adresse pas du tout ces questions. Il y a un génie informatique, chimique, urbain, mécanique et informatique. Et pour autant, c'est en gros la préoccupation qui est arrivée de façon la plus prégnante dans le cadre de ces travaux ouverts. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un signal, en tout cas, intéressant. Alors en guise de conclusion, ouverture, donc je démarre mon nouveau cours. Donc c'est un appel direct à collaboration à ceux qui le souhaitent. Je démarre mon nouveau cours dans 3 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et donc le mode de fonctionnement, il y a 2 heures de cours magistraux qui ressemblent un peu à cela. Et puis il y a 4 heures de projet chaque semaine pendant lesquelles les étudiants travaillent un projet en produisant ce que je vous ai montré là sur le cas tout à l'heure de la chaîne de vélo. Je vais faire un sujet du coup cette année autour de ce que je vous présente là. Et puis, mais évidemment, vous avez compris, j'y connais rien du coup au contenu de ce sujet. Donc je cherche des gens, si ça vous intéresse, de participer aux travaux avec les étudiants dans une logique de suivi de projet. Eh bien, n'hésitez pas à venir me voir, ce sera avec plaisir. Alors, que serait ce projet ? Si on gardait le terme agroécologie et numérique, je suis pas allé piocher très loin. L'idée, et je vous promets que j'ai pas refait mes slides depuis ce matin, ça résonne pas mal, je trouve, avec ce qui a été donné, ça aurait été de mobiliser les valeurs du numérique. Par exemple, la documentarisation, donc le fait d'être capable de créer des bases de connaissances, des formations disponibles à distance, la culture libre et les communs, droit à la reproduction, à l'échange, donc des choses qui, bien sûr, je ne dis pas que le numérique a inventé ça, mais il a démultiplié notamment ces chemins, on va dire, au moins dans certains contextes. On a aussi évidemment des contre-chemins qui se sont largement labourés à côté, mais voilà. Le principe des réseaux décentralisés également, c'est-à-dire la possibilité à des communautés de se créer un peu selon leurs propres règles, de s'autogérer, donc de résister en quelque sorte à une injonction centrale, et en même temps derrière de se fédérer pour travailler ensemble. Ça m'emmènerait un petit peu loin, mais si c'est des éléments aussi qui vous intéressent, mais il y a vraiment des liens entre, voilà, enfin, on peut dire que disons que la genèse d'Internet et du web puise notamment une partie de ses racines dans ces modes de pensée. Alors, du coup, mobiliser les valeurs du numérique pour essayer d'encourager une agriculture pair à pair. Alors, s'il y a des choses qui vous inspirent dans mon sujet, mais que vous avez envie de changer des trucs et de travailler avec moi, ce sera aussi avec grand plaisir. Mais par exemple, travailler sur le partage des ressources, donc le fait de favoriser les échanges, aider à la transition également, organiser, voilà, enfin voir comment organiser des stages, etc. Donc en gros, ce que je vous présente là, ce serait une sorte d'idée de plateforme, de média social, appelons ça un peu comme on veut, de système documentaire qui serait justement focalisé sur ces enjeux-là. Alors pour qui ? Peut-être pour les professionnels directement, bien sûr, notamment ceux qui sont en conversion, avec peut-être un petit peu comme l'histoire de mes voitures tout à l'heure, une façon d'adresser les questions d'isolement. Donc j'habite en Picardie, qui est une terre d'agriculture conventionnelle assez forte. Quand un éleveur souhaite se convertir dans cette situation-là, eh bien en fait, il va être au départ nécessairement isolé sur son territoire. Donc spatialement, géographiquement, eh bien il aura pas de soutien au moins dans un premier temps. Et donc du coup, ça peut être intéressant de voir s'il y a des ponts qui peuvent se tisser avec d'autres régions, d'autres exploitations qui sont un peu plus éloignées géographiquement. Et ça demande, je pense, vraiment une organisation importante. Et encore une fois, le numérique peut peut-être là vraiment nous apporter des éléments de ce point de vue-là. Bon, ça peut être également organiser des liens avec des entreprises, de conseils, des associations, et peut-être aussi adresser les citoyens, que ce soit des citoyens en reconversion. S'il y a un moment de diminution, par exemple, de la mécanisation, il pourrait y avoir augmentation du nombre d'emplois. Par exemple, les scénarios de l'ADEME explorent ce genre de choses. Pourquoi pas les collectivités territoriales, et puis pourquoi pas aussi une réappropriation citoyenne de la production d'une partie, même petite, de sa nourriture. Le fait d'avoir perdu ces liens, probablement aujourd'hui aussi des éléments sur lesquels on pourrait retravailler à travers des outils. Alors du coup, là, je parle beaucoup d'outils d'échange.
on a le droit là-dedans de réinjecter un peu de trucs un peu high-tech si on a envie. Par exemple, on pourrait imaginer des photographies de sol avec de la reconnaissance d'images dessus pour effectivement affiner des conseils ou préparer des déplacements d'experts qui soient effectivement des experts professionnels d'entreprise ou des gens qui sont en logique de partage, etc. Donc à partir de là, il y a beaucoup de choses, je pense, à creuser. Alors en conclusion, et puis je termine là-dessus avec un tout petit peu de retard, l'idée qui est derrière vous, c'est absolument pas de considérer que toute l'approche, donc je vais appeler SK, tout technosolutionniste ou high-tech, on doit la fermer demain. Ça pourrait être l'objet d'une autre intervention, mais j'ai énormément d'arguments en défaveur et contre cette optique-là. Mais en revanche, ce serait peut-être de chercher justement à commencer à faire coexister, comme je le disais en introduction, d'autres approches en parallèle, en complément. Et peut-être donc de rêver ou de souhaiter viser une sorte de 50-50 si effectivement on avait 50% de formation ou de recherche qui adressait, ou 25-25-25 si on veut adresser les 4 scénarios. J'avais simplifié un petit peu. Eh bien, je pense que ça pourrait être à un moment une façon à mon sens aussi, d'orienter certains changements dans la société. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Stéphane. Alors c'est marrant que tu termines ce transparent que tu as montré tout à l'heure, parce qu'on avait, comment s'appelle-t-il, Jean-Louis Berger à l'INRIA pour une journée de prospective il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le chef de la prospective à l'ADEME là-dessus. Et on a évoqué les 4 scénarios et on lui posait, dans la cours de la discussion, il nous a dit qu'en fait, si on met les gens face des 4 scénarios et on leur dit mais vers lequel, on leur explique ce que ça veut dire, quelles conséquences ils auraient sur leur vie et vers lequel vous tenderiez. Alors, tu as mis des réserves sur le S4 et en fait, les gens ne vont pas vers le S4. Effectivement, le pari réparateur, ça c'est vrai. Mais ils vont pas non plus vers le S1. Ils vont un peu vers le S2 et beaucoup vers le S3, mais ils excluent naturellement le S1 et le S4 quand on leur présente les conséquences que ça a sur leur vie. Merci bien en tout cas. Alors, moment de questions. Qui a des questions pour Stéphane ? Ah, oui. Merci pour la présentation. On est voisins dans l'Oise, donc moi j'avais une question par rapport à déjà un commentaire en disant que au final l'agronomie, l'agroécologie, elle est à la fois low-tech basée sur le vivant par des solutions avec des variétés adaptées, par des associations de cultures, des couverts et de la technologie qui nous permet de réduire, ne serait-ce que l'RTK embarqué pour limiter la consommation d'engrais. Donc ça, c'est de l'optimisation, on va dire, en examinant en intégrant le volet environnemental. Donc j'ai l'impression que peut-être pas dans une agriculture très spécialisée, mais qu'en agronomie, on est quand même dans une bonne combinaison, une harmonie low-tech et high-tech. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que quand les chaînes vont se vendre, les chaînes de vélo ou de machines à laver vont se vendre, est-ce qu'on va pas rentrer dans un même scénario en fait de vouloir toujours faire plus et d'optimiser pour en vendre plus? Et est-ce que c'est pas un problème? Ça, c'est plutôt une question naïve. C'est pas un problème en fait de modèle économique qui est associé à ça, et parce qu'on prend pas en compte toutes les externalités, on va dire les impacts indirects et une quantification économique des impacts indirects des externalités sur l'environnement. Est-ce que c'est vraiment low-tech, high-tech, ou est-ce que c'est parce que le modèle économique intègre pas économiquement les externalités? Voilà. Alors sur la première question, remarque, donc je vous avais dit, si je me suis pas trompé, j'avais pas utilisé le mot low-tech, sauf le moment où j'ai dit que je l'utiliserais pas. Et donc une des raisons justement, ce qui nous a amené à ce terme de low-techisation, c'est d'essayer justement de sortir de ce débat low-tech, high-tech, puisque finalement, encore une fois, l'exemple de la chaîne de vélo, c'est un exemple qui est pris par Biwix dans l'âge des low-tech. Il dit la chaîne de vélo qui est un peu l'emblème justement du low-tech, allez-y, construisez une chaîne de vélo tout seul dans votre atelier à partir de minerais de fer que vous serez allé chercher tout seul dans la montagne, et on est loin du compte, quoi. Donc la chaîne de vélo elle-même, c'est le résultat d'un processus industriel complexe. Et donc en fait, si on cherche à mettre des étiquettes low-tech, high-tech,
on s'en sort pas. Et en fait, on s'en sort pas au sens où chacun peut mettre un peu les étiquettes qu'il veut. Derrière l'autéchisation, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un processus et que ce processus, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Donc, on peut l'autéchiser un smartphone et ça a du sens. Et du coup, ça veut dire se reposer ces questions en termes de soutenabilité, responsabilité, convivialité. Ben, c'est ce que fait Fairphone. Fairphone, typiquement, on peut considérer que c'est une approche de low-techisation. Alors, les gens vont dire, mais c'est pas low-tech, c'est un smartphone. On pourrait faire plus low-tech, mais c'est déjà low-techisé par rapport effectivement à un smartphone non Fairphone, notamment sur la question responsabilité, parce qu'ils vont intégrer de façon très forte les enjeux humains qui sont derrière. Donc voilà, c'est une première façon de répondre, c'est que quel que soit en fait le niveau où on en est dans un certain type de domaine, en fait ces questions on peut toujours se les poser et toujours aller à partir de là chercher à faire les choses différemment. Sur le deuxième point, je vais répondre rapidement. J'ai évidemment pas les clés j'ai pas la réponse à votre question. Les deux trucs qui m'intéressent là-dedans, c'est d'abord, puisque je m'adresse à des ingénieurs, de leur faire prendre conscience, et donc, qui est quand même une façon de répondre à votre question malgré tout, qui est de dire, puisqu'on s'adresse à des ingénieurs, je pense quand même que le rôle politique des ingénieurs, il existe, et donc c'est une façon d'en prendre conscience aussi. Ça veut pas dire que parce qu'ils vont faire les chaînes de vélo, ça va marcher, ils vont réussir à l'imposer au monde. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent, mais à un moment, si 95% des ingénieurs qui sortent ou que 100% qui sortent de mon école, ils ont envie de travailler que sur des projets ultra high-tech, etc., et de pas se poser ces questions-là, ils participent aussi à la construction de cette vision unique. Si en revanche, encore une fois, il y en a 50 qui veulent aller d'un côté, 50 qui veulent aller de l'autre, ils font vivre des alternatives technologiques. Donc pour moi, voilà, c'est une première façon de répondre. Il y a un concept qu'un de mes collègues m'a fait découvrir il y a très peu de temps et que je trouve intéressant là-dessus, qui s'appelle la préfiguration, c'est-à-dire cette idée à un moment que la façon dont on enseigne, la façon dont on va travailler avec les ingénieurs, ça préfigure quand même une partie de ce qui va se passer derrière dans les entreprises et dans le reste du monde. Donc ça veut pas dire que, encore une fois, ils vont avoir des super pouvoirs derrière et qu'ils vont pouvoir imposer les choses comme ils veulent. Et puis tant mieux d'ailleurs, c'est très très mauvaise nouvelle que les ingénieurs puissent faire ça, je pense. Mais par contre, à un moment, c'est aussi leur redonner une certaine conscience de ce pouvoir-là, d'une partie. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, Christophe Pradal, donc CIRAD et chercheur associé à l'INRIA à Montpellier. Donc, je trouve ça très intéressant, ce rapport low-tech, high-tech, cette notion-là, parce que quand on réfléchit aux technologies développées dans le Nord, au sens large, et plutôt en Afrique, et réutiliser ces technologies sur des terrains où on n'a pas accès aux mêmes matériaux, on n'a pas accès aux mêmes... les conditions climatiques changent, et donc, par exemple, un capteur noir en Afrique, ça ne fonctionne pas du tout, ou les taux d'humidité ne fonctionnent pas. Il y a vraiment un besoin de se réapproprier l'ensemble de la chaîne technologique et dans un contexte et s'adapter au contexte. Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment similaire entre consommer, prendre des outils déjà faits pour les appliquer directement pour avoir un résultat et repenser tout le processus du besoin et de toute la chaîne de valeur. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose peut-être à articuler par rapport à ça pour voir comment, justement, la transition agroécologique, elle ne se fait pas juste ici, mais elle se fait aussi sur des terrains où on n'a pas les mêmes capacités technologiques. En même temps, cette connaissance technologique permet de réinventer et d'adapter des outils qui seraient presque plus adaptés en fonction des contraintes qu'on retrouve dans les villes ou dans les fermes, dans différents environnements où la contrainte, elle est à prendre en compte peut-être initialement et pas au final. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Ok, bon, donc on va clôturer la session, on fait une pause et donc il est quelle heure là? Il est à mon téléphone pas très récent. On reprend vers 16h si ça vous va. Ok, on fait une petite pause et à 16h. Merci encore, merci Stéphane, merci à toi. Merci à vous.